Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question qui nous concerne tous, je crois, qu'on y pense souvent ou pas du tout. Quelle est la place de nos ancêtres dans nos vies? Est-ce que ce sont juste, des visages un peu jaunis sur de vieilles photos, ou alors une force invisible qui agit encore en nous? C'est une excellente question. Et pour l'explorer, on a plusieurs textes vraiment fascinants. Ils sont tirés d'un manuel L'héritage des aïeux, Racines et mémoire de soi. Et notre mission, si on veut, c'est de voir comment la littérature s'empare de cette figure de l'aïeul pour raconter quelque chose de profond sur notre propre identité. Exactement. On va voir que l'ancêtre, en fait, c'est bien plus qu'un souvenir. Ça peut être un modèle, une sorte de boussole morale, mais aussi une énergie plus diffuse, presque l'air qu'on respire. On va décortiquer ça ensemble. C'est ça, on va partir de portraits très concrets, très individuels, Oui, pour aller vers des idées, vous verrez, de plus en plus surprenantes. On va passer du portrait à l'héritage collectif et on finira par s'ancrer dans la terre, dans les lieux qui portent cette mémoire. c'est un véritable voyage. Alors, commençons par le début. Le premier texte, de Christian Signol, nous plonge direct dans le vif du sujet. C'est le portrait de son grand-père, Germain. Et ce qui frappe tout de suite, ce n'est pas juste une description, c'est comme une statue qui se dresse devant nous. Une statue, oui, c'est exactement ça. C'est l'image même de la droiture au sens propre comme au figuré. Signol écrit « une silhouette fière et droite » et aussi « un grand corps osseux qui ne pliait jamais ». Chaque mot est choisi pour bâtir cette image d'un homme qui a traversé la vie sans jamais courber l'échine. C'est presque une allégorie de la dignité. C'est fou parce que c'est presque une théorie qui nous dit « Montrez-moi comment une personne se tient et je vous dirai quelles sont ses valeurs ». Le corps ne ment pas, en quelque sorte. Tout à fait. Et puis il y a ce détail, le regard. Il parle Dieu d'un bleu implacable, Implacable, oui. comparé à du métal. C'est presque intimidant. On imagine un homme dur, inaccessible. Et c'est là que le portrait devient génial. Il construit cette façade, cette carapace, ou comme il dit, cette forteresse glaciale. Et juste au moment où on se dit que cet homme doit être un tyran, il renverse la perspective. Ah oui? Il nous dit qu'en tant qu'enfant, il devinait, derrière ce métal, une immensité de tendresse. La dureté, ce n'est pas le fond du caractère, c'est juste l'armure qui protège un cœur sensible. La forteresse qui protège un trésor. C'est une image très très puissante. On a tous connu, je crois, des personnes de cette génération, pas très démonstratives, mais dont on sentait l'affection profonde dans un geste, un silence. Bien sûr. Mais ce qui scelle définitivement le personnage, ce qui en fait un héros de roman, c'est cette histoire de pension de guerre. Absolument. Le contexte est simple. Il a été blessé à la guerre, donc il a droit à une pension. Il pourrait la toucher, ce serait légitime, mais il la refuse. Il la refuse. Et la raison qu'il donne, C'est une des phrases les plus denses qu'on puisse imaginer. je la relis parce qu'elle est incroyable. On ne se fait pas payer pour avoir eu honte d'être un homme. C'est d'une violence, on sent tout le traumatisme, l'humiliation de la guerre. Mais attendez, je me fais un peu l'avocat du diable. Est-ce que ce n'est pas une forme d'orgueil un peu mal placée de refuser une aide méritée au nom d'un principe abstrait? C'est une excellente question. On pourrait le voir comme ça, avec notre regard du XXIe siècle, où, tout est un peu monétisé. Mais dans sa logique à lui, c'est le contraire de l'orgueil. C'est de l'humilité, en fait. De l'humilité. Oui. Accepter de l'argent pour sa souffrance, ce serait la réduire, la quantifier, lui donner un prix. En refusant, il la maintient à un niveau sacré, intouchable. Il dit, en substance, « ma dignité, ma conscience n'ont pas de prix ». C'est une affirmation morale absolue. Vu comme ça change tout. Il ne refuse pas l'argent, il protège l'intégrité de son expérience. Du coup, on a ce premier modèle de l'ancêtre, le pilier, le roc, le repère moral absolu. Une figure très claire, presque parfaite. Mais est-ce que l'héritage, c'est toujours comme ça? Est-ce que c'est toujours une personne qu'on peut nommer, décrire, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus diffus? Vous mettez le doigt sur la transition parfaite. On quitte Signol et son ancêtre statue, et on entre dans l'univers de Lynn Daley. Et là, on change complètement de paradigme. D'accord. Elle ne nous parle pas d'un ancêtre, mais des ancêtres. Comme une nappe phréatique invisible qui nous alimente tous. Elle renverse la table. Elle affirme que si nous, les vivants, on est de la poussière, ce sont les morts qui contiennent toute l'énergie du monde. Attendez, ça c'est une idée assez vertigineuse.
Ça veut dire que la force vitale ne vient pas de nous, de notre propre volonté, mais qu'on la puise dans une sorte de réservoir collectif, C'est exactement ça. laissé par ceux qui nous ont précédés. On serait moins des créateurs que des héritiers, Des passeurs. des passeurs, voilà. Et elle pousse le raisonnement jusqu'au langage lui-même. C'est peut-être l'idée la plus déstabilisante de son texte. Elle écrit « Nous répétons ce que les morts ont dit, mais les mots ont été inventés par eux. » Ah oui, quand même. Donc en fait, quand elle parle des mots, elle suggère que notre voix intérieure n'est peut-être pas si intérieure que ça. C'est une sorte de chœur ancestral qui parle à travers nous. C'est ça. Ça veut dire que même quand je crois être le plus original, le plus moi, je suis en fait en train de canaliser des générations de conversations, de manières de voir le monde. C'est dingue. C'est un peu comme le concept de mème culturel, mais appliqué à une échelle beaucoup plus intime, beaucoup plus ancienne. On pense être l'auteur de nos vies, mais on est surtout les dépositaires d'une très longue histoire. Et ça crée ce qu'elle appelle une dette spirituelle et culturelle. Et pour que cette idée ne reste pas purement philosophique, Linda Lay l'ancre dans un geste très concret, le rituel de son père, qui se rendait sur la tombe de ses propres ancêtres au Vietnam. Ce n'est pas juste un souvenir dans sa tête, c'est un pèlerinage. Ce geste est fondamental. Il montre que ce lien n'est pas automatique. Il doit être entretenu, cultivé. C'est un acte de mémoire active. En allant sur cette tombe, le père ne fait pas que se souvenir. Il réactive le lien. Il connecte sa propre histoire, sa jeunesse perdue, à la grande chaîne familiale. Et il transmet ça à sa fille, la narratrice. Exactement. Sans forcément le dire avec des mots, mais par l'exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rituel, il n'a pas lieu n'importe où. Il a lieu sur une tombe, au Vietnam. Ça nous amène directement à une autre dimension, la question du lieu, de la terre. La mémoire n'est pas désincarnée. Non, elle a besoin de s'accrocher quelque part. Les racines, pour être des racines, ont besoin de terre. Elles ne flottent pas dans les airs. Et les textes qu'on a là sont unanimes là-dessus. Chateaubriand, par exemple, il décrit son retour à la maison familiale de Combourg avec une émotion presque religieuse. Il dit entrer sous le toit de ses ancêtres. Ce n'est plus une maison, c'est un sanctuaire. Un temple de la mémoire. Et visiter les chambres où ses parents ont vécu, ce n'est pas du tourisme. C'est une communion avec le passé. C'est une façon de toucher physiquement les souvenirs. Mais chez Signol, ça va encore plus loin. La mémoire n'est pas seulement visuelle, elle est olfactive. Oui, et c'est peut-être le plus puissant. Il parle de l'odeur du pain qui cuit, du bois de chêne, de la farine. Il décrit tout un patrimoine sensoriel. Et le point ici, ce n'est pas juste une anecdote. C'est l'idée que la mémoire la plus profonde n'est pas intellectuelle. Elle est corporelle. C'est vrai. Une simple odeur peut court-circuiter le cerveau rationnel et nous replonger 30 ans en arrière avec une vivacité incroyable. C'est fou comme une odeur peut être une machine à remonter le temps. Ça fait réfléchir à nos propres lieux de mémoire. Ça peut être la maison des grands-parents, bien sûr, mais un parc, l'odeur d'un plat particulier. Tout à fait. Des endroits ou des sensations où notre histoire personnelle et familiale se sont cristallisées. C'est une clé de lecture essentielle. La psychologie nous apprend ça. Le système olfactif est directement connecté à l'amygdale et à l'hippocampe. Les centres de l'émotion et de la mémoire. C'est ça, donc ce que Signol décrit intuitivement, c'est une réalité neurologique. L'enracinement, il est physique avant d'être une idée. Et si on pousse cette logique jusqu'au bout, ça veut dire que si on perd ce lieu, on risque de tout perdre. Et c'est la tragédie que vit le personnage de la petite fille de Monsieur Ligne. Exactement. En exil, il emporte le souvenir de son pays comme celui de ses ancêtres et de ses morts. Pour lui, c'est la même chose. La terre n'est pas une simple propriété, c'est le lieu de sépulture des aïeux. C'est donc une terre sacrée, habitée. L'exil n'est pas seulement une rupture géographique, c'est une rupture spirituelle. Perdre sa terre, c'est devenir en quelque sorte un fantôme, coupé de sa propre histoire. C'est terrifiant. Bon, alors, si on essaie de rassembler un peu les pièces du puzzle, on est parti d'un portrait très solide, celui du grand-père Germain, ce pilier moral. Puis, avec Linda Lay, on a découvert que l'héritage, c'est aussi une énergie invisible, les mots qu'on utilise sans même y penser. Et enfin, on voit que tout ça, ça s'ancre dans des lieux, des odeurs, une terre. C'est un héritage à la fois moral, spirituel et physique. C'est ça. En résumé, ce que ces textes nous montrent, ce n'est pas de la simple nostalgie. En dressant ces portraits, les auteurs ne font pas que rendre hommage. Ils célèbrent une forme d'authenticité.
Un ensemble de valeurs, la droiture, la dignité, le lien à la terre, qui leur semble peut-être menacé ou perdu aujourd'hui. L'ancêtre devient le gardien d'un monde plus stable, plus authentique. Oui, le grand-père de Signol, avec sa morale inflexible, c'est un phare dans un monde qui a peut-être perdu ses boussoles. C'est un point fixe. Exactement. Et en racontant son histoire, le narrateur ne fait pas que se souvenir d'un homme. Il accomplit un acte de résistance. Il lutte contre l'oubli et contre une forme de modernité qui parfois efface les repères. L'aïeul, c'est la racine qui empêche l'arbre d'être emporté par le vent du changement. C'est ce qui nous donne du poids, de la gainesse, de la profondeur. Donc, ces textes nous présentent les ancêtres comme des fondations, des sources de force, d'identité. Tout ça, c'est magnifique quand l'héritage est un trésor. Mais toute notre discussion fait penser, tous ces exemples sont incroyablement positifs, non? Inspirants. Ils sont idéalisés, en effet. Ils représentent l'ancêtre comme une ressource, une force. C'est ça. Mais ça laisse une question immense en suspens. Qu'est-ce qui se passe quand l'héritage n'est pas un trésor, mais un fardeau? Quand la boîte de Pandore familiale est remplie de dettes, de secrets, de traumatismes, ou de douleurs? Quand les racines sont brisées, inconnues, ou qu'on voudrait pouvoir s'en arracher? Comment est-ce qu'on se construit, non pas avec, mais sans, ou pire, contre cet héritage? C'est peut-être là que commence une toute autre histoire, tout aussi complexe.